messieurs, confrères journalistes des autres médias, distingués invités à vos titres respectifs, bienvenue à ce numéro spécial de Talk Hebdo, émission réalisée aujourd'hui dans cette magnifique salle de conférence du centre d'accueil Joli Rêve de Butembo, avec un invité spécial, Maître Eli Kwiravoussa. Maître Eli Kwiravoussa est consultant dans l'unité d'élaboration des politiques, meilleures pratiques et gestion des connaissances, division des opérations de soutien à la paix de l'Union africaine. Maître, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons échanger autour des enjeux de l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des États d'Afrique de l'Est. Spécial numéro Talk Hebdo, nous sommes ensemble avec vous pendant 90 minutes. Nous allons aussi prendre vos questions. Vous allez poser vos questions. Chacun, à poser sa question, il va se présenter, dire ce qu'il fait dans la vie et il va poser la question. Alors, nous allons donc prendre vos questions après son exposé. Je m'appelle Jackson Sivouliamong, je suis à la modération. Merci à la réalisation de Kidi Mutuka et à l'appui technique de Ismaël Kabouyaya et du centre d'accueil Joli Rêve. Merci également à vous tous pour avoir répondu à notre invitation. Alors, la République démocratique du Congo a rejoint, comme vous le savez, la communauté des États d'Afrique de l'Est le 20 mars 2022. Et du coup, cette adhésion a nourri plusieurs espoirs côté congolais. C'est entre autres l'amélioration des liens commerciaux et politiques avec l'Afrique de l'Est, dont la plupart des pays sont frontaliers avec la République démocratique du Congo, et l'intervention des États membres dans les règlements des conflits armés à la base de l'insécurité persistante à l'Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la question persiste. Pourquoi la RDC a-t-elle adhéré à cette communauté sous-régionale? Qu'est-ce qu'elle gagne en y adhérant? Maître Eli Kwiravoussa, je vous donne la parole pour faire votre brève présentation à 15 minutes. Ensuite, nous allons donner la parole au public pour ces questions. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Jackson. Je suis très heureux d'avoir profité de ce titre de maître. Mais je ne suis pas maître, je suis politologue. Et je voudrais bien remercier aussi à tous les participants qui ont pris du temps en vue de venir participer à cette séance, qui est combien civique et patriotique en vue de comprendre notre enjeu de l'heure, notamment l'adhésion de la République démocratique du Congo dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Je structurerai mon intervention premièrement je l'ai restructurée en 3 parties. La première partie, j'aimerais bien que nous puissions comprendre qu'est-ce que l'EAC, ou la communauté des États de l'Afrique de l'Est. C'est une communauté comme d'autres communautés économiques, comme vous le voyez, selon le chapitre 7 et 6 de la Charte des Nations Unies. On reconnaît des organisations continentales, des organisations régionales, et ces organisations régionales, l'EAC est parmi tant d'organisations régionales qui regorgent l'Afrique comme le continent. Comme nous avons la CEDEAO, nous avons la SADC, nous avons aussi la communauté économique des États de l'Afrique centrale, nous avons aussi, dont l'EAC fait partie de ces différentes communautés économiques. Alors, elle a été créée le 30 novembre 1999, c'était au départ 3 pays qui avaient créé ça. Il y avait l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Aujourd'hui, nous comptons plus de 5 pays qui ont rejoint cette communauté au regard de la poursuite, au-delà d'avoir la situation géographique qui est commune. Ces États viennent ensemble pour réaliser les objectifs communs, notamment, comme vous l'avez dit bien sûr, l'intégration économique, approfondir les bénéfices mutuels dans les domaines politiques, économiques, culturels, la recherche, la technologie et la défense, pourquoi pas aussi les affaires juridiques et judiciaires. Alors, cette organisation est régie par des principes fondamentaux. Et si vous lisez cet accord ou ce protocole qui régit cette communauté des États de l'Afrique de l'Est,
à son article 6 et 8, on parle de principes fondamentaux, notamment la confiance mutuelle, l'égalité souveraine, la coexistence pacifique, le règlement des différends. Il y a aussi la bonne gouvernance, y compris l'adhésion au principe de la démocratie. Et là-bas, nous voyons la Charte africaine des droits et du bien-être des peuples. Donc, cette organisation s'est fixée ces principes comme des gouvernails en vue de guider les actions politiques, les actions diplomatiques, les actions économiques de ses États membres. Alors, quels sont les organes de cette organisation? Il y a 6 organes principaux. Il y a notamment le sommet, qui est l'organe, je peux dire l'organe tête, qui donne des orientations stratégiques, qui adopte des stratégies et des politiques. En deuxième position, nous avons le Conseil. Ce Conseil est constitué par le ministre des Affaires étrangères, mais aussi d'autres ministres selon qu'il s'agit de la préférence de chacun des États. Il y a le comité de coordination qui est un secrétariat permanent qui est organisé ou bien qui est constitué par des secrétaires permanents des différents ministères des Affaires étrangères. Nous avons le comité sectoriel. D'autres manières, ce sont des comités techniques spécialisés dans des matières spécifiques. Il peut s'agir de la défense, de l'économie, la santé, ainsi de suite. Il y a aussi la Cour de justice de l'Afrique de l'Est. Et la Cour de justice de l'Afrique de l'Est, c'est une innovation qui n'est pas dupliquée dans d'autres communautés économiques, comme on peut le voir ailleurs, mais ça, c'est une innovation que détient cette communauté des États de l'Afrique de l'Est qui ressort de l'ordinaire. Nous avons aussi l'Assemblée législative. Alors, cette Assemblée législative, c'est l'Assemblée qui est là pour légiférer les lois, les traités, mais aussi contrôler l'applicabilité de certains traités et accords que les États membres se donnent la responsabilité de mettre en œuvre. Et là, chaque État membre de l'EAC a le devoir d'envoyer 9 représentants. Donc, désormais, la RDC doit se préparer pour envoyer 9 de ses représentants au sein de cette Assemblée législative. Et sans passer outre, il y a aussi le secrétariat comme organe exécutif qui est censé mettre en œuvre le programme, le projet au niveau des États concernés. Il y a aussi d'autres organes. Maintenant, la question qui nous rassemble aujourd'hui, c'est de savoir quels sont les enjeux exactement. Pourquoi la RDC a intérêt ou a adhéré dans cette communauté économique régionale? Le premier enjeu, c'est l'enjeu culturel, géographique et démographique. Nous savons tous que, comme je l'ai dit dans mon introduction, l'EAC fait partie des organisations ou des communautés économiques régionales qui regorgent l'Afrique en tant que continent. Et dans cet enjeu culturel, géographique et démographique, la RDC est environnée par 9 États. Vous-même, vous le savez très bien. Et nous sommes au sud, nous avions déjà adhéré dans la SADC. Et au nord, nous avons déjà adhéré dans la communauté des États de l'Afrique centrale. Alors, l'enjeu démographique et culturel fait à ce que, à l'est de la RDC, nous sommes entourés par le Sud-Soudan, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. Ça fait 5 États qui font partie intégrante de cette communauté économique des États de l'Afrique de l'Est. Et le reste, nous, comme je l'ai dit, nous faisons partie presque de 70% des États qui font partie déjà de cet État, de l'EAC. En d'autres termes, nous sommes déjà intégrés d'une manière ou d'une autre au regard de notre disposition géographique sur le continent. Sur le plan démographique, je parlais qu'il y a plus de 60%. Si vous faites un peu allusion aux élections passées, à l'enrôlement qui s'est passé aux échéances électorales en République démocratique du Congo passées, 60% de la population électrice était située
à l'est de la RDC, notamment dans les provinces, entre guillemets, l'ex-province orientale, la province du Nord Kivu, la province du Sud Kivu et la province de Katanga. Et ces provinces, bien sûr, sont déjà des provinces transfrontalières à l'EAC. Deuxième aspect, je parlais par rapport à la RDC offre son espace par rapport à sa structuration géographique. Ça veut dire, du côté de l'ouest, nous avons l'océan Atlantique. Je ne vais pas parler de l'océan Pacifique. Nous avons l'océan Atlantique et du côté de l'est, l'EAC nous donne cette possibilité d'avoir accès à l'océan Indien. Donc la RDC constitue un rôle charnier de relier les États de l'Afrique qui se situent à l'est de l'Afrique avec l'océan Atlantique. En d'autres termes, l'enjeu qui est plus marquant et plus stratégique pour la RDC en adhérant dans cette communauté, dans l'EAC, ça veut dire, ça ouvre la majorité de la population de ces États qui se situent à l'est de l'Afrique de se rallier vers l'océan Atlantique. Or, quand vous êtes vers l'océan Atlantique, vous avez accès aussi à l'Afrique du Nord d'une manière ou d'une autre et à la CEDEAO d'une manière particulière. Alors, le deuxième enjeu que nous avons essayé un peu de réfléchir et mettre en œuvre, c'est l'enjeu économique et des richesses. Nous savons tous que pour faire de l'économie, il faut avoir la population dont je viens de parler, il faut avoir de l'espace, mais aussi il faut avoir des ressources naturelles nécessaires. Alors, il y a tellement de grands projets qui existent. Il y a des projets qui sont intégrateurs, comme le journaliste l'a bien introduit, auxquels il faut nécessairement que la RDC apporte ses richesses, apporte sa positionnement, dans son positionnement stratégique, apporte ses ressources humaines, apporte ses ressources naturelles, apporte la faune, le flore, pour essayer un peu de concrétiser la vision ou le bien-être du peuple. Comme nous tous, nous le savons, nous sommes tous des Africains, nous avons la philosophie que nous appelons Ubuntu. Ça veut dire, si j'existe, donc j'existe parce que l'autre existe. Alors, j'essaie un peu de répertorier des enjeux économiques, notamment les ressources naturelles, nous avons aussi le lac Albert. Le lac Albert, le lac Kivu, le lac Édouard et le lac aussi Tanganyika. Ces potentialités économiques se situent exactement en chevauchement avec les États qui font déjà partie de l'EAC. Nous avons aussi la grande question du Nil. Comme vous le savez, le Nil, la RDC fait partie de ces États qui donnent, qui regorgent des affluents, qui alimentent le fleuve Nil, et directement à la survie de l'Afrique du Nord, le Tchad, le Soudan, l'Éthiopie même, voire aussi l'Égypte. Maintenant, troisième enjeu, pour finir, c'est l'enjeu sécuritaire et politique. Vous savez, la plupart, nous sommes en train de vivre une situation où la RDC, visiblement, traverse des situations compliquées où nous voyons certains États, où on est en train de voir les officiels congolais en train de décrier l'implication de certains États de l'EAC dans l'alimentation des groupes armés, le soutien des groupes terroristes qui ne cessent de marginaliser ou de rendre la vie difficile à la population congolaise. L'enjeu politique était que, au regard de l'organisation et du fonctionnement même de l'EAC, j'ai parlé du principe de la défense commune, la protection mutuelle, mais aussi la soutenance et la solidarité entre les États de l'EAC. Désormais, comme enjeu politique, la RDC, en s'alliant dans l'EAC, n'aura plus à s'inquiéter parce que ces États de l'EAC sont censés, au nom du respect de ce protocole qui régit l'EAC, à soutenir la RDC, à finir avec la problématique sécuritaire.
En d'autres termes, la RDC ne sera plus dans la lutte, ne sera plus seule dans la lutte, aura des alliés, non des alliés à titre de volonté, mais des alliés qui sont, les Anglais disent qu'ils sont bounded, qui sont liés au regard de ce traité même qui régit la communauté ou l'EAC. Donc c'est une marge, une stratégie, c'est un point politique qui permet à la RDC de voir comment jongler en vue de rencontrer les attentes de la population congolaise vis-à-vis de ces situations de sécurité. Si vous lisez ces protocoles-là qui régissent l'EAC aux articles 28, 29 et 30, il y a toute une panoplie des avantages que la RDC peut tirer. Par exemple, le mécanisme judiciaire qui existe dedans. Je parlais de la Cour de justice dans l'EAC qui est une innovation. Et là, j'essaie un peu de vous parler de certains mécanismes qui sont mis en place par l'EAC, notamment la suspension de membres. Comment un État peut être suspendu de l'EAC si cet État-là, il s'est avéré que cet État-là est en train de violer les principes fondamentaux de la création de l'EAC. Là, vous allez voir que c'est à l'article 146 qu'on élabore cette possibilité-là de sanctionner. Donc, si la RDC désormais pense qu'il y a un État X qui est en train de violer les principes fondamentaux de la création de l'EAC, la RDC, en adhérant à cette communauté économique, désormais, il y a une pression politique et diplomatique de plus, un outil diplomatique de plus que la RDC détient maintenant pour essayer à mettre pression sur l'État concerné ou l'État accusé. Il y a l'expulsion. Au-delà de la suspension, il y a l'expulsion. Un État membre peut être même expulsé de cette communauté au regard des textes qui régissent cette communauté. Donc, la RDC se trouve dans cette communauté au regard de ces enjeux dont je parlais, culturels, démographiques et géostratégiques, au regard des enjeux économiques, au regard des enjeux sécuritaires et politiques. Il y en a plein d'enjeux que nous pourrons toutefois décortiquer ensemble, que désormais la RDC n'est plus la même république que jadis. On pouvait simplement s'allier à la SADC pour avoir des sanctions directes contre les États ou pour avoir l'intégration directe dans la sphère diplomatique internationale. Et voilà. J'aimerais bien souligner pour finir, au-delà de l'EAC maintenant, il y a le mécanisme spécial qui existe, dans lequel la RDC fait partie et est membre. Par exemple, la CIRGL, là nous nous référons à l'accord cadre d'Addis Abeba, qui avait été signé en février 2013 à Addis Abeba, qui avait rassemblé tous les États, tous les chefs d'État de la CIRGL. La CIRGL est plus étendue plus que l'EAC parce qu'il y a d'autres présidents qui ne font pas partie de l'EAC, qui font partie de ce mécanisme-là. Il y a aussi, sans oublier, l'IGAD, dont je parlais qu'il y a des États qui ne sont pas forcément dans l'EAC, mais qui font partie de ces mécanismes, dont la RDC peut recourir pour faire le règlement des conflits. Merci beaucoup, chers participants, et avec tout honneur, j'aimerais vous remettre la parole, chers journalistes, en vue de continuer avec les débats. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Eli Kouiraoussa. Je m'excuse, au début, là, je parlais de maître. Vous êtes Eli Kouiraoussa. Merci beaucoup pour votre brève présentation. Alors, avant de donner la parole au public, je voudrais bien que vous puissiez placer un bref commentaire sur le déploiement, par rapport au déploiement des forces de l'EAC à Goma, au Nord Kivu, à Rutshuru et à Masisi. Oui, donc le déploiement de cette force régionale, vous voyez, c'est dans l'aspect de la défense commune que même ce déploiement doit avoir lieu. Ça veut dire, nous avons l'architecture africaine pour la paix et la sécurité qui rassemble 5 piliers. Il y a notamment le Early Warning Conflict Prevention, il y a le panel de sages, il y a le conseil de paix et sécurité, et là-dedans, il y a un pilier qu'on appelle la force africaine en attente. Alors, cette force africaine en attente, c'est une force au niveau continental qui prédispose des éléments qui sont prêts à être déployés dans un État membre
et au regard de l'article 4, le point H et J de l'acte constitutif de l'Union africaine, qui dit ceci. L'Union africaine peut déployer dans un État membre les forces si cet État membre-là a fait appel à cette force-là. Deuxième aspect fait à ce que l'Union africaine peut déployer ses forces dans un État membre, même si cet État-là n'a pas appelé l'Union africaine, pour prévenir les crimes contre l'humanité, les actes de génocide, les actes de guerre. Donc il y a cette responsabilité de l'Union africaine au niveau du continent à restaurer la paix et la sécurité. Maintenant, au niveau régional, on parle en vertu du principe de la subsidiarité. Donc les États des différentes régions ont cette responsabilité à apporter leur soutien au nom de la solidarité et de la défense commune, à venir en aide à un État membre. Et voilà. Et là, c'est à la demande de cet État ou même si l'État lui-même n'a pas fait la demande. C'est à la demande de cet État. Donc, si on a la force régionale en République démocratique du Congo qui vient de l'EAC, il y a eu l'avis favorable de notre Parlement. Il y a eu l'avis favorable de notre... par exemple, il y a en février, il y a une réunion des chefs d'état-major généraux des forces armées des États faisant partie de l'EAC qui se sont décidés, qui ont été instruits par le mini-sommet. Comme vous le voyez, l'approche sécuritaire de l'Est de la RDC est en train d'être gérée par deux mécanismes. Il y a le processus qu'on appelle le processus de Luanda, qui est présidé par le président Lorenzo, le président angolais. Il y a le processus de Nairobi, qui est géré par le président, par l'EAC. Au chapeau, ce fut le président Uhuru, mais désormais, c'est le président Ruto qui doit aussi faire la succession et l'appui. Alors, la présence et le déploiement de cette force s'inscrit dans ce cadre-là. Par rapport, maintenant, la question est de se poser par rapport à l'effectivité du mandat que cette force-là a reçu de la part des chefs d'État pour réaliser la mission qu'elle a été assignée pour. Alors, le 17 février 2023, à Addis Abeba, les chefs d'État, il y a eu le Conseil de paix et sécurité qui s'est réuni au niveau des chefs d'État, qui a donné les timelines pour déployer des troupes et la répartition des zones opérationnelles des différentes troupes. On les appelle des pays contributeurs de troupes qui doivent être déployés. Mais à une seule condition, la condition de faisabilité doit suivre un processus normal et donc peut-être on pourra répondre un peu après. Voilà, messieurs les journalistes, voilà pourquoi cette force doit se situer à l'est. Merci beaucoup, monsieur Elie. Alors, on donne la parole au public. Qui prend la parole à premier? Il va nous dire son nom et d'où il vient, il fait quoi dans la vie. Alors, je remercie beaucoup l'intervenant du jour par rapport à son exposé. Nous sommes Africains, nous sommes Congolais. Pour moi, personnellement, je serais content que nous adhérions aux communautés beaucoup plus africaines qu'aux communautés au niveau intercontinental. Alors, je serais aussi content de voir que nous appelions nos voisins que d'appeler, par exemple, les contingents indiens, les contingents pakistanais, ainsi de suite. Mais il se pose des problèmes. Nous, au niveau de notre pays, nous estimons que certains pays qui font partie de l'EAC, en tout cas, ils sont même partie prenante du conflit qui se passe au niveau de notre pays. Et nous ne pouvons pas oublier aussi que quand on parle de la politique, quand on parle des communautés, on voit les rapports de force, on voit aussi les intérêts. Et moi, je me pose la question, est-ce que par rapport au contexte actuel de notre pays, il était impérieux vraiment que nous adhérions à l'EAC, surtout que nous ne savons pas ce que nous pouvons gagner, mais au moins nous savons ce que nous pouvons apporter aux autres. Et ça, c'est le premier défi. Et par exemple, à Goma, si la population s'est opposée aux forces de l'EAC, c'est exactement par rapport même à son attitude vis-à-vis du conflit. La MONUSCO, elle est là depuis plus de 20 ans et nous sommes toujours en train de vivre le calvaire et l'EAC est venu avec au même moment les rôles d'observateur. Et nous nous disons, est-ce que cet EAC n'avait pas
et notre agenda caché que malheureusement nos autorités n'avaient pas compris. Ou alors on se pose la question, est-ce que nos autorités avaient parcouru les textes de l'EAC avant d'intégrer? Parce que l'EAC est venu, en tout cas juste, nous mettre le corps sur le cou, que de nous faciliter, que de nous aider, que de faire tout ce qu'il est en train de nous partager. Et moi, je pense, malheureusement, on est déjà dedans, mais en tout cas, pour nous, ce n'était pas une opportunité, surtout que nous ne sommes pas encore organisés pour faire face aux pays qui sont déjà organisés. Question-réponse, d'accord. Merci. On donne la parole à M. Eli pour la réponse à la question de M. Parfait Moine. Ok. Merci beaucoup. Je salue aussi la présence dans la salle du professeur Abbé Télésphore, à qui j'ai beaucoup de respect. Et au-delà d'être mon enseignant, c'est mon père en sciences. Il m'a guidé dans beaucoup de choses. Ok. Par rapport à la préoccupation de M. Parfait, je pense qu'il a chuté par là où je devrais commencer à répondre à sa question. Je parlais des différents enjeux. Vous savez, en soi, lorsqu'on était en train de faire l'introduction à la science politique, il y a ce qu'on appelle la volonté du peuple ou le vécu, parfois qui précède l'existence des traités et des lois. Ça veut dire, dans la société, les faits souvent ont précédé l'existence de la loi. Et voilà, je peux dire, l'intégration de la RDC dans l'EAC, entre autres, la RDC était déjà intégrée d'une manière informelle au regard des réalités du vécu quotidien de la population dans l'EAC. Je donne l'exemple. Aujourd'hui, la plupart de nos commerçants, même nos papas qui ont bâti la ville de Butembo, où est-ce qu'ils faisaient leur commerce? Nairobi, Mombasa, Kampala. Donc, on se sent plus intégré par rapport aux échanges économiques dans cette communauté-là. Ce qui restait exactement, c'était juste qu'on puisse officialiser. Mais non, l'aspect politique que vous venez d'évoquer, bien sûr, ça se révèle qu'il y a certains États qui font partie du problème de la persistance de l'insécurité à l'est de la RDC. Est-ce qu'il fallait, comme vous l'avez dit, est-ce qu'il ne fallait pas rester, nos autorités ont-ils librement cet accord pour bien s'intégrer? Moi, je pense qu'ils ont lu, ils comprennent et ils savent ce qu'ils cherchaient. C'est pour cela que je parlais dans les enjeux politiques sécuritaires. Désormais, la RDC ne va pas être comme une partie en dehors de l'EAC. Je parlais de l'Assemblée législative. Désormais, on doit avoir nos membres siéger dans cette Assemblée législative. Je parlais du Conseil de coordination. On doit avoir nos secrétaires permanents de notre ministère des Affaires étrangères qui doivent siéger dans ces organes. Donc, ça veut dire que la RDC ne subira plus des effets de cette EAC, mais la RDC va représenter ses intérêts au sein de ces institutions-là. Donc pour moi, comme on est déjà dedans, c'est une question de voir comment réaménager nos stratégies et nos forces pour voir comment tirer la part de la RDC. Je parlais du fait là que la RDC peut se plaindre en disant « Voici il y a un tel État X qui est en train de violer les principes fondamentaux de la création de l'EAC. » Non simplement aller au sein des Nations Unies, au Conseil de sécurité pour demander des sanctions, pas simplement aller à l'Union africaine au sein du Conseil de paix et sécurité, mais aussi jongler avec les voisins, leur parler, non, nous n'avons pas simplement besoin que nous puissions avoir des sanctions au niveau continental et régional, comme vous avez aussi reconnu. Il faut que nous puissions sanctionner cet État ici même au sein de l'EAC. Voilà un peu l'avantage comparatif que la RDC détient en intégrant officiellement dans l'EAC, parce que de fait, on était déjà dedans. Maintenant, il fallait officialiser cette approche pour qu'ensemble, nous puissions voir comment harmoniser, mais aussi alléger certaines injustices ou certaines irrégularités que nos compatriotes ont parfois lorsque vous traversez la frontière et rendre un peu à l'aise ça. Merci beaucoup. Il a déjà dit, moi c'est l'abbé Malonga Télésphore.
Je suis professeur à l'Université catholique du Graben. J'ai été vraiment intéressé par cette conférence, même si je ne suis pas journaliste. Je me rends compte qu'apparemment la plupart sont des journalistes, mais j'ai reçu l'invitation, ça m'intéressait. Tout à fait, Alors, c'est ouvert à tout le monde. Voilà, je voulais vraiment y être parce que aujourd'hui, il y a cette sorte de cacophonie autour de cette adhésion. Il y en a qui proposent même déjà qu'on se retire, alors qu'on a à peine une année qu'on a adhéré à cette communauté-là. Et je voudrais donc dire merci à Élie pour cette présentation. Très brève, malheureusement, parce que 15 minutes, ça passe vite. Peut-être il y a d'autres aspects qu'il aurait développés, comme les enjeux touristiques, mais on peut les inclure dans les enjeux économiques, politiques et autres. Moi, j'ai une question presque avec 3 petits volets. Il a parlé au moment de la possible suspension d'un État. Alors, je voudrais savoir, dans le cas d'un État qui agresse un autre, est-ce qu'on peut envisager une telle procédure et comment ça se passe? Est-ce que ça fait quand même déjà un certain temps qu'on crie que les Rwandais tendaient d'agresser la RDC, le président Tshisekedi a beau demander des sanctions, jusque-là, à aucun niveau on a entendu parler vraiment de sanctions. Est-ce qu'on peut envisager une telle procédure vis-à-vis du Rwanda, par exemple? L'autre question, vous avez parlé de 9 représentants de la RDC. Je voulais brièvement savoir le mode de désignation de ces représentants-là. Est-ce qu'ils sont nommés politiquement ou c'est au terme d'une élection? Et donc, est-ce qu'il y a une campagne autour de ça? Et est-ce qu'il y a des conditions? Est-ce qu'il faut appartenir à un parti politique ou est-ce qu'on peut être indépendant? Est-ce qu'on peut être prêtre, par exemple, là-dedans? Et la dernière question, c'est vrai, ça fait une année. Depuis mars 2002, nous sommes en mars 2023. Bon, et je crois, sauf ici vraiment, j'ai pas l'information. Jusque-là, nous continuons à payer les visas quand nous allons en Ouganda, quand nous allons. Bon, alors quand est-ce que nous, citoyens lambda, nous allons profiter de ces avantages de la libre circulation au niveau de cette communauté-là aussi? Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Je crois que je n'aurai pas plus de questions. Vous les avez toutes. Merci beaucoup, professeur. Je pense que si vous avez le traité avec vous, on peut toutefois l'ouvrir à l'article 146. Cet article dit ceci, 146. Alors, la suspension d'un État, ça suit une procédure. Ça veut dire, je parlais de 7 organes en fonction de leurs différentes compétences. Alors, l'organe qui est censé suspendre un État, c'est le sommet. Ça veut dire les chefs d'État réunis ensemble sont ceux-là qui ont le pouvoir de sanctionner un État qui est en train de violer les principes fondamentaux. Maintenant, comment y arriver? Il y a des commissions qui sont établies pour établir la véracité des faits. Cette commission-là doit être constituée par les experts indépendants, mais aussi en coalition avec des experts qui viennent des États concernés. Alors, lorsque ces experts-là sont constitués, ils font des enquêtes et ils remontent ces enquêtes au niveau du comité technique spécialisé dont je parlais. Ici, on appelle ça le comité spécial. L'article 46 dit ceci. Le sommet peut suspendre un État membre si cet État ne respecte pas les principes fondamentaux et les objectifs du traité, y compris s'il ne respecte pas les obligations financières vis-à-vis de la communauté pendant une période de 18 mois. Deuxième alinéa, on dit « Un État suspendu conformément au paragraphe 1 du présent article cesse de jouir des bénéfices découlant du traité, mais continue à être lié de ses obligations de membres jusqu'à ce que la suspension soit levée. » La procédure que je suis en train d'expliquer, c'est contenu. Si vous allez faire le téléchargement, on appelle là la règle de procédure qui régit, c'est comme le règlement intérieur qui régit le sommet, parce que chaque organe a sa règle de procédure. On établit un comité d'experts indépendants avec des experts désignés par les États concernés en conflit. Il soumet les rapports à l'appréciation premièrement au niveau du Conseil, ça veut dire le ministre des Affaires étrangères qui réside pour préparer, donc qui siège pour préparer maintenant le draft ou des décisions des chefs d'État, et ces chefs d'État viennent se prononcer autour de ça. Et la suspension n'est pas forcément l'exclusion.
Alors, au-delà de la suspension, il y a aussi l'article 147 qui parle maintenant de l'expulsion d'un État membre. On dit que le sommet peut expulser un État membre pour violation grave et persistante. Ça veut dire, lorsque vous devenez, les juifs vont dire les récidivismes, lorsque vous violez d'une manière constante et persistante les principes fondamentaux de l'EAC, là vous êtes passable. Donc ça suit cette procédure-là. Désormais, la RDC, au sein de l'Assemblée, comme je parlais de l'Assemblée législative qui a le rôle de contrôle de l'applicabilité du traité, avec ce comité-là qu'on met en place des experts pour faire les enquêtes, les chefs d'État au niveau du sommet peuvent décider par rapport à ça. Mais aussi la deuxième question, mode de désignation des représentants de l'Assemblée. J'aimerais bien que nous puissions revenir à ce traité-là pour, à l'article 48, 49 et 50. Nous parle de la procédure. Premièrement, tout dépend de l'organisation de chaque Assemblée nationale de l'État concerné. Je sais, dans la pratique usuelle, c'est que ce sont les membres qui ont eu le mandat du peuple au sein de l'Assemblée nationale qui vont représenter le pays dans l'Assemblée législative de l'EAC. Ça veut dire, parmi nos députés qu'on a envoyés à Kinshasa, ce sont ces mêmes députés-là qui vont se choisir au niveau de l'Assemblée pour aller représenter la RDC au niveau de cette communauté. Donc, le traité est tellement très grand, l'article 48. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui peut lire pour que nous puissions avancer? Oui, Président, si vous voulez. Oui. Donc, en soi, ce sont des désignations politiques qui priment parfois sur la désignation et la représentativité. Tout va dépendre maintenant. Nos députés à l'Assemblée, bon, je vais revenir. On parle aussi par rapport à la représentation politique et la reconfiguration politique de chaque assemblée. Sur les 9 membres, il y a une part de la majorité, il y a une part de l'opposition, il y a aussi une part de ce qu'on appelle le neutre, les indépendants, en fonction de la reconfiguration du Parlement. Donc, et quand ils vont là-bas, ce traité-là dit que ce sont des membres qui ne doivent pas être des ministres. Et quand ils sont envoyés là-bas, c'est pour un mandat de 5 ans. Et pendant les 5 ans-là, ils ne doivent plus participer dans les activités de l'Assemblée nationale d'où ils sont venus. Ça veut dire que leurs suppléants vont les remplacer là où, dans l'Assemblée nationale où ils ont été désignés. Donc, pour d'amples précisions et explications, vous allez lire l'article 48, 49 et 50 de ce traité-là et ça va vous donner plus d'explications. J'ai rencontré des amis ou tant de gens qui ont eu d'opinion en disant la qualité des gens qu'il faut envoyer là-bas. Et même ce traité-là essaie un peu d'expliquer. Il faut que ce soit une personne qui s'y connaît mieux, une personne qui a de la probité morale, une personne qui a de l'expérience, de l'expertise en matière de la coopération régionale. Donc, ça ne doit pas être simplement parce que vous avez été élu dans un regroupement politique quelconque, mais vous y allez comme expert qui représente l'État et surtout au regard des enjeux. Donc, on doit être très conséquent lorsqu'on désigne ces différentes personnes. Voilà. La dernière question du professeur concerne les paiements divisants qui continuent à être effectués au niveau des frontières. La RDC continue, les citoyens congolais continuent à payer les visas pour traverser la frontière, par exemple ici à Kassindi, pour traverser l'autre côté. Alors, il y a ce qu'on appelle la règle de la réciprocité. C'est l'État qui a intégré la communauté, qui approche l'État à titre individuel avant de cette approche régionale. Par exemple, il y a les citoyens de l'EAC ont un passeport commun. Ça, c'est au niveau de... Lorsque vous avez déjà eu l'effectivité et votre participation au sein de ces institutions-là. Nous avons signé, nous avons intégré, mais notre participation n'est pas encore effective. De deux, la réciprocité fait à ce que maintenant, l'État qui vient d'intégrer en dernier ressort la communauté économique fait des arrangements bilatéraux avec
l'État concerné. Par exemple, il y a la possibilité, si vous lisez même ces mêmes traités, rien n'exclut que, par exemple, la RDC peut avoir un arrangement différent d'autres arrangements que la RDC peut avoir avec la Tanzanie par rapport à la matière, par exemple, le commerce. Mais on fixe des principes, des normes, des standards qui vont régir les relations bilatérales entre les différents États. Ça veut dire, aujourd'hui, si l'État congolais émet le vœu d'accélérer le processus pour demander à ce qui est abolition du visa avec le gouvernement ougandais, et en même temps, la RDC aussi s'attend à abolir l'octroi du visa à d'autres citoyens ougandais qui vont venir en RDC. Donc, c'est ces arrangements-là institutionnels qui ne sont pas encore réalisés jusque-là. On comprend que nos institutions sont plus focalisées dans l'aspect sécurité et ainsi de suite. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez entendu, qu'on a essayé un peu de limiter l'octroi de visas aux personnes qui sont censées venir à l'est de la RDC. Il y a de cela 3 semaines ou 1 mois qu'on a vraiment mis des restrictions à octroyer des visas pour des raisons sécuritaires, comme vous tous vous le savez. Donc voilà. Je m'appelle Léon, je suis étudiant à l'Université catholique du Gabon. Léon, étudiant à l'Université catholique. Évidemment. Sinon, j'aurais aussi une question à peu près 3 volets. Vous nous avez parlé des avantages de la RDC à se lier à l'EAC. Alors, j'aimerais savoir s'il n'y a pas un peu de désavantages dedans. Parce que vous nous avez parlé qu'il y a des avantages. Et s'il y en a quelques-uns, vous pouvez nous en donner pour que nous puissions être informés. Quelque part, vous avez parlé de la défense des États membres. Et vous nous avez dit que non, la défense, ce n'est plus question de l'État, mais de tous les États membres. C'est-à-dire, un État membre qui est agressé, donc nécessairement tous les autres États vont réagir. Alors j'aimerais savoir, est-ce que ce n'est pas une manière silencieuse de la RDC à négocier avec les États qui sont en train de violer notre territoire national? Alors, la dernière question, ça sera par rapport aux pêcheurs de Kiavinyong. Des fois, ces gens sont arrêtés par l'armée ougandaise, soi-disant qu'ils ont violé leur territoire. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que ça sera un problème réglé et résolu? Ces gens-là ne seront plus arrêtés. Merci. Merci beaucoup. Je me présente, Palou Koutsapa Jonas, je suis juriste. Je voulais rebondir sur la question de l'ami à côté. Est-ce que le conférencier peut nous énumérer les quelques avantages, que ce soit sur le plan démographique, socio-culturel, sur le plan économique et sur le plan sécuritaire, que la RDC a déjà tiré de son adhésion à l'EAC? Et une autre question, c'est de savoir, je voulais rebondir aussi sur le propos de Madame Colette Brackman, la journaliste belge, qui a dit que la RDC n'a pas d'amis. Alors, est-ce que c'est une bonne posture pour la RDC d'adhérer à une multitude de communautés économiques à vocation d'intégration, alors que la RDC ne s'est pas suffisamment intégrée elle-même? Parce que en RDC, le Congolais de l'Est et le Congolais de l'Ouest, c'est comme si on vivait dans 2 pays différents. Est-ce qu'il ne fallait pas commencer par intégrer la RDC elle-même avant d'envisager que la RDC intègre d'autres communautés régionales? Voilà les 2 questions que j'aimerais poser. J'aimerais demander s'il y a quelqu'un dans la salle qui a une réponse. Elle peut ou vous pouvez répondre, que ce soit une session participative. Par rapport à la question des désavantages, bien sûr, je ne parlerai pas des désavantages vraiment, mais je parlerai des défis. Donc, j'essaie un peu d'éviter de parler des désavantages pour des raisons pratiques.
Ce sont des défis que la RDC rencontre en intégrant l'EAC. Premièrement, sans doute le professeur ne pourra pas me contredire et pourra aussi apporter des éclaircissements par rapport à ça. Surtout quand on étudiait les cours de droit constitutionnel, notamment l'aspect par rapport à l'efficacité des institutions nationales pour sauvegarder l'intégrité territoriale, la réaffirmation de la souveraineté nationale de notre pays. Nous trouvons un peu avec des institutions qui sont en train de se reconstituer petit à petit. Maintenant, au regard des institutions qui sont déjà mieux rodées dans ça, par exemple, en matière de la législation fiscale et douanière, par exemple, nous avons l'Ouganda, le Kenya, qui a vraiment une flexibilité. Pour preuve, le visa pour entrer en RDC est plus cher que le visa pour aller en Ouganda. Pour entrer en RDC, on fait payer plus de $150. Mais quand tu vas en Ouganda, tu payes $50. Ce sont des défis. Mais pourquoi on fait ça? Parce qu'on a une législation qui n'est pas assez adaptée et assouplie vis-à-vis des réalités locales. Par conséquent, quelqu'un qui est de bonne foi pour venir investir au Congo, il aura du mal parce que premièrement, le climat des affaires n'est pas favorable afin qu'il puisse installer son usine de production ici sur le sol congolais. La fois passée, je parlais avec certains investisseurs qui sont passés par Addis Abeba. J'étais en train de les mobiliser. Non, il faut venir investir chez nous. Mais le climat des affaires n'est pas favorable chez vous. Il faut voir comment assouplir un peu le climat des affaires. Qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent aller installer leurs industries à la frontière, donc dans les États voisins, à la frontière de nos frontières. Attends que la RDC, par exemple, ne vous étonnez pas si aujourd'hui on voit en Ouganda, il y a des industries qui commencent à fonctionner juste là-bas à la frontière pour diminuer les coûts de transport. Par exemple, vous imaginez quand il y a une usine qui doit acheminer ses produits de la Chine vers la RDC, on dit non, désormais, avec l'allègement ou avec l'intégration économique, vous pouvez même installer cette même usine là-bas en Ouganda, parce que l'Ouganda a un système fiscal assez assoupli, et on va perdre. C'est un challenge que nous rencontrons au regard de notre législation nationale. Je viens parler par rapport à la défense de tous les États, une manière sur la science de la RDC à négocier. C'est une manière, je parlais avec les amis, je disais, c'est une manière indirecte pour la RDC. Donc Muswahili wanaitaka unauzisha vita yako kwa mwingine. Donc ça veut dire, nous ne serons plus seuls à combattre ces combats. Donc si la RDC était désormais seule en train de combattre contre ces pays agresseurs, désormais, d'autres pays faisant partie de l'EAC vont se sentir obligés, en vertu du respect des principes fondamentaux qui régissent l'EAC, à appuyer la RDC à combattre, que ce soit un d'entre eux ou pas, comme je l'ai dit, la procédure normale à suivre lorsqu'un État, il s'est avéré qu'un État soutient ou est en violation ou est en train de violer les principes fondamentaux de l'EAC, voilà les mécanismes qui sont en place. Par rapport à la troisième question, le pêcheur de Kavignong est arrêté. Donc je vais essayer un peu de parler ça d'une manière ou d'une autre. L'intégration régionale n'exclut pas le respect des textes fondamentaux de chaque État. Ça veut dire la souveraineté de chaque État doit être respectée. Pour moi, si les pêcheurs congolais violent les limites, nos frontières au niveau du lac, l'État ougandais a le devoir, en tant qu'aussi un pays souverain, à sauvegarder son intégrité territoriale, à appliquer des mesures. La même chose pour la RDC. S'il y a des rebelles qui traversent nos frontières, venir violer notre intégrité territoriale, je ne vois aucun État, même si ces rebelles-là, on connaît, ils sont venus de telle part, de telle... La RDC a le plein droit de les battre sérieusement pour sauvegarder l'intégrité territoriale. Donc, on doit avoir ça, la clarté. Ce n'est pas une anarchie,
Ce n'est pas parce qu'on a intégré là-bas que nous allons cesser à exercer nos compétences, nos prérogatives en tant qu'État souverain parce qu'on a intégré là-bas. Alors, par rapport à la question du MED, qu'est-ce que la RDC a déjà tiré de l'adhésion? Je ne sais pas si vous étiez ici avant. J'ai dit l'adhésion de la RDC dans l'EAC avait été précédée par une adhésion de fait. Ça veut dire que la population jouissait déjà des retombées d'une manière ou d'une autre économique. Je peux donner l'exemple. Aujourd'hui ici, nous savons que nos pères ont fait pendant très longtemps le business entre ici et Nairobi et de partout. Les bonbons là, on connaissait un peu des succès quand on était des enfants. Ça provenait du Kenya, on produisait ça au Kenya. Les babouches, ça provenait un peu du Kenya. Donc, d'une manière ou d'une autre, notre adhésion, c'est une adhésion constatée. L'État congolais n'apporte rien de nouveau à titre du vécu quotidien de nos citoyens, mais cependant, l'aspect politique et sécuritaire vient essayer un peu de rendre ça formel, mais auparavant, on était déjà dedans. Les avantages, quand on adhère, c'est gagnant-gagnant. Voilà pourquoi nous avons répondu à des procédures, qu'il faut finir les procédures institutionnelles, les procédures administratives, il faut que nous puissions envoyer nos représentants dans ces institutions. Jusqu'à présent, il n'y a rien qui est en train d'être fait. Bon, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est en train d'être fait. C'est une question aussi à observer. Voilà pourquoi parmi nous, il y a plusieurs couleurs, il y a des acteurs politiques bien sûr, il y a de la société civile. Essayons un peu de voir comment mettre un peu de pression sur nos gouvernants pour voir comment cela peut être accéléré. Vous avez parlé que la RDC n'a pas d'amis et comment il faut que la RDC commence à s'intégrer à l'intérieur avant de s'intégrer à l'extérieur. Malheureusement, c'est un fait que nous avons observé. Moi, je suis d'avis avec vous qu'on devrait commencer par là. Mais cependant, il y a un fait réel que nous sommes en train d'observer. Où quelqu'un de Butembo se sent plus s'approcher de l'Ouganda, à faire le business avec l'Ouganda. Quelqu'un du sud Kivu, vers Uvira, il se sent plus à l'aise à traverser pour aller à Bujumbura. Quelqu'un de Goma, il va à Gisenyi. Parce que c'est à cause de l'absence de ces infrastructures, bien sûr, que vous venez de parler, qui favorisent l'intégration, mais aussi le fait culturel a déjà précédé, fait assez que aujourd'hui, il y a des gens qui étaient en train d'appuyer en disant que non, il faut que le Rwanda ferme les frontières, l'Ouganda ferme les frontières, quand il y a des tensions. Mais écoutez, le bas peuple n'a rien à faire avec la politique. Bien sûr, la pression politique et diplomatique peut s'exercer de différentes manières, mais c'est nous le bas peuple qui souffrons. C'est nous le bas peuple qui souffrons. Alors, je pense rien ne peut pas empêcher que nous puissions aller avec les deux approches. On s'est dit, pendant que nous sommes en train de nous intégrer au niveau régional et continental, améliorons aussi des situations et des conditions qui vont permettre à l'intégration interne, géographique de la RDC avec ces différentes entités. Donc rien ne peut pas empêcher, il suffit de peu de volonté et du génie pour y arriver. Merci beaucoup. Je suis Réforme Kenyama, membre de Filimbi, à ville de Butembo. Filimbi. Okay. Je voudrais m'adresser à tout le monde, mais plus particulièrement à celui qui nous a exposé. J'ai des questions. Je voudrais savoir pourquoi, sous les yeux de la force régionale, East Africa Community, les agresseurs continuent à envahir le sol congolais. Pourquoi ils ne sont pas capables de définir les stratégies de défense, surtout qu'il y a une défense commune qui est d'ailleurs l'élément capital de leur présence ici à l'est du pays. Deuxième question. La RDC n'a pas respecté les conditions, raison pour laquelle aujourd'hui, sous les yeux de East Africa Community, leurs troupes ne parviennent pas à résoudre la question de la sécurité à l'est du pays.
leur silence depuis un moment, est-ce que ce n'est pas une complicité ou c'est un silence qui cache beaucoup de choses? Merci beaucoup. Oui, moi aussi j'ai une question. Moi, on m'appelle Eliezer Assoumani. Je suis étudiant à l'IBTP Butembo. Bon, là, ma question c'est comment négocier un traité international de libre circulation des biens avec des personnes consacrées à la balkanisation du pays en intégrant essentiellement la partie de l'Est au détriment de l'Ouest, alors que la contribution financière de la RDC à cette organisation publique, à cette organisation internationale, provient au sein de la caisse publique. Merci. Merci beaucoup. Je peux revenir sur les désavantages. Parce que, évidemment, vous avez essayé de nous parler des avantages et quelques défis. En fait, moi, je crois qu'il y en a aussi, en tout cas des désavantages ou des défis, comme ce que vous avez dit. Et les grands défis, d'abord, pour nous, Congolais, c'est que nous avons une mauvaise perception de l'EAC. Mais quelqu'un qui est à l'Ouest, c'est difficile de lui dire que non, on peut avoir un avantage en intégrant l'EAC. Donc, le premier désavantage, d'abord pour nous, c'est la perception au niveau national que nous avons de nos voisins. Et ça fait que on pourra toujours avoir des avis contraires, état même congolais. Ça, c'est au niveau interne. Au niveau externe, c'est que nous avons tendance, en tout cas, à croire que l'EAC vient piller nos ressources naturelles. Pourquoi? Parce que même quand vous voyez, par exemple, le positionnement de l'EAC, l'EAC constitue une zone tampon entre les rebelles et l'armée congolaise. Ce qui fait que, pour nous, les M23, ce sont nos ennemis. Mais pour l'EAC, ce sont des partenaires en quelque sorte. Parce qu'ils sont au milieu, ils sont censés collaborer avec les deux parties. Parce que l'EAC vient comme une force en appui à notre armée, mais en arrivant sur terrain, il constitue une zone tampon. Ce qui fait qu'ils sont censés collaborer avec, empêcher notre armée à progresser, mais aussi empêcher, disons, faire en sorte que les M23 respectent les accords. Et ce qui fait que, pour nous, vraiment, Congolais, on sent que c'est en tout cas un ennemi déguisé. Donc ça, c'est encore une fois un avantage qui viole au même moment notre souveraineté. Parce que nous ne pouvons pas, là où il y a déjà, l'EAC a déjà constitué une zone tampon, nous ne pouvons plus avancer. Nous devons aussi respecter cette zone. Et à part aussi ces désavantages, je crois aussi que l'EAC, pour nous, constitue des avantages dans le sens où certains pays qui font partie de nos agresseurs depuis longtemps font partie même de cette EAC. Ce qui fait que vous avez attendu que le Rwanda va aussi déployer. Donc maintenant, bon, le Burundi a déjà déployé et l'Ouganda a déjà déployé. Le Rwanda va aussi déployer. Oui, le Rwanda va déployer d'ici là. Et ce qui fait que, pour nous, ça va créer encore une méfiance davantage. Donc, comme l'EAC, il y a certains pays qui font partie de l'EAC, qui constituent même qui appuient ce qui trouble, disons, la quiétude de la population congolaise. Pour moi, c'est un grand désavantage qui fait qu'il y aura, au lieu que cette EAC soit pour nous un bienfait, ça va encore renforcer la méfiance, ça va encore renforcer l'immunité, disons, entre nos pays, qui est de renforcer l'amitié que nous voulons tous. Merci pour la parole accordée. Je m'appelle Patrick Nongo. Je suis un citoyen congolais. Alors, je voulais aller dans le même sens que l'intervenant de tout à l'heure. Mais moi, je vais plutôt poser quelques questions. Je voudrais savoir pourquoi, quand l'orateur a intervenu sur les articles
qui constitue l'EAC. À un certain niveau là, il a parlé que dans les chartes, il est intitulé que si un État se sent agressé, les autres États ont le devoir de venir en aide. Donc, ils doivent venir appuyer un membre qui est agressé. Alors, dans le cas d'espèce, la RDC se sent menacée par un groupe rebelle. Comment expliquer que les troupes de l'EAC, qui sont censées venir en appui aux forces de la RDC, se constituent maintenant à une force d'interposition entre les rebelles et la force régulière? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, comment on peut expliquer que dans le même EAC, dans le même troupe de l'EAC, où nous voyons les troupes kenyanes qui sont constituées comme une force d'interposition, comme dans une zone tampon, et de l'autre côté, on voit les troupes burundaises qui se battent contre les rebelles. Qu'est-ce qui justifie cela? Est-ce qu'il y a un article qui dit que lorsqu'un pays membre est agressé, les forces de l'EAC peuvent aller s'interposer entre les rebelles et d'autres vont... je ne sais pas moi, je ne comprends pas comment les troupes kenyanes ne se battent pas, mais les troupes burundaises se battent. Qu'est-ce qui justifie cela? Merci, on a compris la question. Merci. Il y a ce qu'on appelle la doctrine de l'Union africaine et des communautés économiques régionales dans la conduite des opérations de soutien à la paix. Et dans cette doctrine, on fixe des conditionnalités pour l'effectivité même des opérations de soutien à la paix, notamment, vous savez, quand vous déployez des troupes, ça demande beaucoup d'éléments. Premièrement, le concept d'opération qui doit contenir dedans le mandat qu'on a donné à ces troupes-là. Sans oublier, le déploiement des troupes kenyanes était venu avant l'harmonisation qui vient de se passer ici récemment. Donc à partir de février jusqu'à aujourd'hui, il y a eu évolution dans le cadre de réajustement du mandat. On était avec le professeur Abbé à Nairobi lorsqu'il y avait eu ce dialogue entre les forces vives, ainsi de suite. Je peux vous parler que les troupes kenyanes ont été déployées en RDC sans un mandat clair au départ. Pourquoi? Parce qu'il y avait le contexte du leadership au sein de l'État kenyan qui était en train de déployer ses troupes. À ce temps-là, c'était le président Uhuru qui était au pouvoir. Après un certain moment, le président Ruto est venu en tant que commandant et chef suprême d'armée. Ça veut dire, ce n'est plus celui qui avait autorisé le déploiement de ces troupes-là sur le terrain, avec la vision qu'il avait au départ, de venir s'allier selon le mandat qui lui avait été donné dans le processus de Nairobi. C'était d'abord en premier lieu la protection de la population civile. Maintenant, l'aspect de l'emploi et de la coordination de forces entre le gouvernement congolais et les États de l'Afrique de l'Est, si vous allez lire le communiqué du 17 février 2023, qui avait été signé par 17 chefs d'État au niveau du Conseil de paix et sécurité, notamment à l'article 5, l'article 5 et l'article 7, je vais les lire. Ça dit ceci: se félicite du déploiement de la force régionale de l'EAC dans l'est de la RDC et rend hommage aux pays contributeurs des troupes à la force régionale, ainsi que leur engagement en fonction de la promotion de la paix et sécurité, décide de soutenir le déploiement et de ces opérations, et à cet égard autorise le Conseil en collaboration avec la Commission structure de gouvernance du Fonds pour la paix à définir immédiatement les modalités d'utilisation du fonds, à faire un rapport du Conseil de paix et sécurité dans un délai de 6 semaines, donc à partir du 7 février jusqu'à 6 semaines, parce que pour déployer des troupes, il faut le fonds.
Étant dans la division spéciale des opérations de maintien de la paix, il y a 3 phases qu'il faut tenir compte. Il y a le pre-deployment phase, ça veut dire il faut passer par la sélection, par le filtrage des troupes qu'il faut envoyer sur le terrain, parce que là aussi, il ne faut pas que les États contributeurs envoient des troupes ou des personnes qui ont été impliquées dans les violations des droits humains, ainsi de suite. Il faut que ces troupes-là soient mises à jour, à niveau par rapport au contexte socio, sécuritaire et humanitaire dans la zone. Il faut qu'il y ait de l'équipement, parce que quand ils vont se déplacer, il faut qu'il y ait assez suffisamment de moyens pour financer. Voilà pourquoi on a reconnu qu'il n'y a pas suffisamment de fonds. Parce que sans oublier, c'est une mission à caractère africain, où les Nations Unies n'apportent rien du tout comme un soutien quelconque. Donc ce sont les États de l'Union africaine qui doivent appuyer le déploiement de ces troupes-là à travers les fonds pour la paix. Alors, ça veut dire que les troupes kenyanes ont été sur le terrain dans une ambiguïté et une confusion totale politique qui régnait. Maintenant, le communiqué du 17 février vient éclairer. Si vous lisez le paragraphe 6, 7 et 8, on dit que maintenant, désormais, la MONUSCO, les troupes de l'EAC sur le terrain, doivent agir en complémentarité et en soutien, mais aussi sous la coordination des forces armées de la République démocratique du Congo. Ça veut dire que dans la conduite des opérations contre le M23 et autres groupes armés, ces États-là sont sous ordre de nos forces armées parce qu'ils sont sur le sol congolais. La question, voilà un peu les derniers réajustements. Si les forces burundaises ont commencé à se battre, là je n'ai pas vraiment assez d'informations nécessaires, mais ce que je sais, que le nouveau mandat qui a été donné à ces troupes de l'EAC à l'est de la RDC, c'est de faire la coalition avec les forces armées de la République démocratique du Congo pour défaire non simplement les M23, mais aussi défaire des autres groupes armés, notamment les FDLR, les ADF, ainsi de suite. Mais ce qui est actuellement la phase de prédéploiement, il faut les screening, selection, évaluer l'équipement, combien ça va coûter le déploiement, ça coûte énormément d'argent. Maintenant, les forces employment, maintenant sur le terrain, il faut les concepts d'opération. Il faut l'assistance humanitaire, parce qu'au même moment, on considère, quand les troupes sont en train de combattre les forces négatives, je donne l'exemple de Somalie, il y a des actions humanitaires que ces troupes-là viennent donner aux populations déplacées. Tout ça, il faut la coordination de ces différents acteurs. Maintenant, les post-force employment, ça fait assez que maintenant, quand ils vont partir, quelles sont les capacités nécessaires qui seront transmises à l'État qui a accueilli ces forces en vue de la pérennisation de ces acquis-là. Mais si je peux revenir, je pense que j'essaie un peu de rassembler un peu tous ces différents éléments par rapport à la complicité d'un État qui est censé venir en aide, qui fait partie de la communauté économique régionale. Est-ce que c'est la complicité silencieuse Pourquoi les agresseurs continuent-ils à envahir les territoires congolais sous les yeux des forces de l'EAC? Je viens d'en parler, c'est que c'est une question d'harmonisation, de la prise de contrôle et de l'avancement. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, mais voici les provisions, voici les dispositions au niveau régional de l'EAC qui a été donné à ces États membres comme mission claire à appuyer les forces armées de la RDC à combattre non simplement le M23 mais aussi d'autres forces négatives pour remplir, pour réaliser la mission de la solidarité de la défense commune. Est-ce que les troupes de l'armée kenyane qui sont déployées à l'est de la RDC agiraient autrement si le contexte du leadership au Kenya n'avait pas changé? Je pense oui, parce qu'ils avaient déjà un mandat clair, ils étaient déjà cantonnés sur place, il fallait faire l'évaluation de la situation sur le terrain et nous avons vu leur première descente, ils le faisaient avec les forces armées de la République démocratique du Congo, les premières actions, ils ont fait ça vraiment ensemble. Donc pour moi, maintenant, ils ont un mandat clair pour accompagner les forces armées de la RDC, mais aussi à la population congolaise pour combattre. Alors donc, maintenant, on annonce l'arrivée imminente des troupes du Rwanda.
pour s'ajouter à d'autres troupes de l'EAC qui sont déjà présentes sur le sol congolais. Mais est-ce que la RDC, côté officiel, est favorable à cette arrivée? Non, moi je pense dans les accords et dans ce communiqué. Et si vous voyez dans la réunion qui s'était tenue au niveau des chefs d'état-major, je ne vois aucune configuration où on a mis que les troupes rwandaises vont intervenir. Cherchez ces communiqués si vous l'avez. Je peux même les chercher. Si vous voyez la cartographie sectorielle de ces pays contributeurs de troupes, en tout cas, on ne parle pas du d'humble avis, on ne parle pas du Rwanda. Moi, je pense aussi que c'est une façon de donner l'information juste et correcte de ce qui se passe pour ne pas jouer à l'explosion de l'opinion vis-à-vis de ce qui n'est pas là. Moi, ce que je sais par rapport au texte, aux communiqués et aux décisions qui existent, moi, je n'ai pas vu aucune part où on a dit qu'on va déployer les forces rwandaises. Et d'ailleurs, il y avait eu l'expulsion, il y a de cela 4 semaines, l'expulsion des officiers rwandais qui faisaient partie du mécanisme conjoint de vérification qui était à Goma. Ouais. L'armée congolaise a relancé un communiqué pour le remettre auprès de leur pays. Donc, la version rwandaise, M. Parfait, je n'en connais pas. Peut-être vous avez une information importante. On pourra toutefois échanger dans les couloirs comme cet élément vaste. Nous sommes à 3 minutes de la fin de cette séance d'échange. C'est pas dans la salle, je vois encore des doigts à l'air, des mains à l'air. On fera une dernière question. Une dernière. Une femme, comme il y a une femme qui demande la parole, je souhaite que ce soit elle qui prenne la parole à dernier. Oui, c'est Marie Kirengue, la vice-coordinatrice du MIJA. De la Lucha? Du MIJA. MIJA, ok, oui. d'accord. Et ma question juste est aller tout droit par rapport au message ou à l'intervenant du jour qui disait que l'EAC guide les enjeux d'un État membre. Alors ma question était de savoir quand et comment l'EAC pourra guider ces enjeux d'un État membre. Et ça ne sera pas dans ce même cadre que les pays-là membres puissent encore envahir notre pays comme la MONUSCO le faisait bien avant. D'accord. Monsieur, à côté, nous prenons votre question, ça sera la dernière. Nestor. Oui. Alors, ma question est de savoir comment est-ce que l'intervenant, soit le conférencier, peut concilier le déploiement de la force régionale de l'EAC à l'est de la République démocratique du Congo à cette autre force qui viendra bientôt de l'Angola, que l'Angola va aussi bientôt déployer en RDC. Est-ce que l'Angola est un État membre de l'EAC? Merci. 2 minutes, M. Eli. Par rapport à la première question, comment l'EAC va guider les enjeux de la RDC, si j'ai bien compris, je pense qu'on a expliqué. Si j'ai bien capté la question, c'est que l'EAC, c'est à l'État concerné, cet État-là qui a adhéré dans l'EAC, de voir comment guider sa stratégie régionale au sein de l'EAC au regard des opportunités, des portes qui s'ouvrent. Par exemple, on peut voir que l'EAC, comme je l'ai dit, met en place des standards, des principes qui permettent aux États-là d'alléger leur coopération entre ces différents États. Mais par-dessus tout, nous avons des organes. Il y a 7 organes. Je parlais du sommet, le conseil, il y a le comité spécialisé, il y a l'assemblée législative, il y a la cour de justice, mais aussi il y a d'autres organes qui sont développés en fonction des opportunités selon que le sommet pourra décider. Donc voilà un peu les sphères. C'est à la RDC de voir comment naviguer au regard des textes qui régissent l'EAC. Mais l'EAC, en tant qu'organisation, comme je l'ai dit, permet l'intégration dans ces institutions. La RDC envoie ses représentants pour être représentés dans ces institutions.
la RDC peut développer des coopérations bilatérales tout en s'appuyant des provisions ou des dispositions données à travers des différents traités qui existent au sein de l'EAC. Donc c'est vraiment un champ où il faut une approche globale et stratégique. Pour revenir, j'ai parlé avant-hier avec le conseil du ministre des Affaires étrangères de la Sécurité intérieure. J'ai dit, mais ça c'est une opportunité pour nos citoyens à voir comment intégrer les différents systèmes éducatifs. Ce qui est sûr et certain qu'il y a des choses qu'on peut importer de ces différents États qui ont essayé un peu d'évoluer. Aujourd'hui, sans doute, on comprend que le système LMD, aujourd'hui, il y a notre gouvernement qui a essayé un peu d'intégrer ce système LMD. L'une des raisons, c'est parce qu'il y a une influence académique du monde francophone par rapport au cursus académique et on essaie un peu d'harmoniser. Voilà un peu certains éléments. Quand tu vas finir ici ton diplôme de licence, tu vas en Ouganda, tu vas au Kenya, tu vas au Burundi, tu seras dans le même standing. On était obligé parfois avec mon diplôme de licence aller faire encore le master's degree et pourtant c'est presque la même chose. Donc voilà un peu ces affaires-là. Mais par rapport à la préoccupation de Nestor, rapidement parce que là on est à la fin vraiment. Oui, pour finir, comment concilier les troupes angolaises qui viennent de la part de la SADC, la part des troupes de l'EAC qui sont déjà sur le terrain? Je pense, au départ, j'ai dit qu'il y avait deux approches. Il y avait l'approche de Nairobi, il y avait aussi l'approche de Luanda. Ça veut dire la RDC au regard de certaines hésitations, mais aussi l'expertise qu'apporte l'Angola dans la réglementation des conflits, dans le règlement des conflits à l'est de la RDC, c'est une expertise aussi à ne pas considérer. Donc c'est à l'État congolais de décider quel est le partenaire qui vient en appui au regard des carences et des gaps qui ont été constatés dans la conduite de ces opérations pour apprécier. Vous avez entendu parler qu'il y a certains mercenaires qui sont là-bas à Goma. Bon, moi, je ne les ai pas encore vus, mais je sais que vous qui êtes experts journalistes, vous parlez qu'il y a des experts qui sont là à Goma. Il y a des blancs, des instructeurs qui sont en train de former nos troupes sur le terrain. Donc, vous le savez, n'est-ce pas? Donc, c'est à l'État congolais de voir comment se positionner, demander quel genre d'appui. Donc, on est souverain, on peut faire appel à n'importe qui, mais dans la contribution de la réalisation de notre vision de la protection de l'intégrité territoriale et à la sauvegarde de notre souveraineté nationale. Merci beaucoup. Ce numéro spécial Talk Hebdo est terminé. Merci à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons traité des enjeux de l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des États d'Afrique de l'Est. Nous étions avec M. Eli Kwiravoussa, il est consultant dans l'unité d'élaboration des politiques, meilleure pratique et gestion des connaissances, division des opérations de soutien à la paix à l'Union africaine. Merci, M. Eli, d'avoir répondu également à notre invitation. Merci pour avoir éclairé la lanterne des participants. En tout cas, nous vous remercions. Nous disons également merci à l'équipe technique de la voix de l'UCG, M. Kidi Moutouka pour la réalisation avec l'appui technique d'Ismaël Kabouyaya et la présence des autres confrères journalistes dans la salle. Merci beaucoup et à la prochaine.